Philippe, comment vous avez rencontré en fait la ZAD? Comment vous êtes rentré en contact? C'est un peu un concours de circonstances. C'est d'une certaine façon un retour d'expérience avec Alessandro Pignocchi. Alessandro Pignocchi, il y a quelques années, était venu me voir parce que c'est un dessinateur, c'est un philosophe, vous l'avez dit, de formation. Puis il est devenu dessinateur, il n'avait pas trouvé sa voie dans la philosophie. Et il travaillait à illustrer des livres d'ornithologie, mais il s'intéressait beaucoup à l'Amazonie. Il était déjà allé en Amazonie. Et après avoir lu Les Lances du Crépuscule, donc il m'a dit qu'il aimerait bien aller chez les Achuar. Lances du Crépuscule, c'est un livre où je décris, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec ce livre, l'expérience ethnographique de plusieurs années que j'ai menée avec mon épouse Anne-Christine Taylor en Haute-Amazonie, la frontière de l'Équateur et du Pérou, avec une population qui s'appelle les Achuar. Et comme il m'avait paru sympathique, je lui ai fait une introduction enregistrée sur une cassette pour mes amis Achuar. Et au retour, il a fait une bande dessinée, un roman graphique qui s'appelle Anent, où il relatait la façon dont il était lui-même entré en contact avec les Achuar par mon intermédiaire, et où il avait cherché à retrouver ce que je décrivais dans Les Lances du Crépuscule. Alors il a retrouvé certaines choses et d'autres pas, parce que c'était passé plus de 30 ans. Et puis, nous avons noué une amitié solide au fil du temps, et c'est lui qui m'a parlé de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où il allait régulièrement. Et lorsque ce film a commencé à prendre, le projet de film a commencé à prendre un forme, il nous a paru évident qu'il fallait aller là-bas pour différentes raisons, et en particulier parce que je voyais, d'après ce que m'en avait dit Alessandro Pignocchi, un parallèle entre les luttes des peuples autochtones que je connaissais en Amérique du Sud, et puis la volonté de créer des territoires alternatifs fondés sur des principes assez nouveaux, c'est-à-dire sur le nouveau, pas complètement nouveau, puisqu'il y avait une tradition anarchiste en Europe qui avait tenté de créer, soit en Europe, soit d'ailleurs en Amérique latine aussi, au Brésil en particulier, des communautés qui seraient fondées sur le partage du travail, le partage des bénéfices du travail, sur la solidarité, sur le rejet du capitalisme, du salariat, de l'exploitation de l'homme par l'homme, etc. Et donc ce projet qui a été mis en œuvre par les habitants de Notre-Dame-des-Landes me rappelait évidemment la façon dont étaient organisées pas mal de collectivités autochtones dans les Amériques qui luttaient contre la spoliation territoriale et qui luttaient avec des instruments intéressants, c'est-à-dire en réaménageant, en reconceptualisant, si on peut dire, leur rapport à la terre de façon qu'il soit compréhensible par des étrangers. C'est-à-dire soit par des ONG qui leur apportaient un appui, soit par les ennemis, c'est-à-dire par l'État national, par les compagnies extractives, par les grands propriétaires terriens qui cherchaient à les exproprier, etc. Et je trouvais un parallèle entre les deux, et c'est ça qui m'a conduit à faire l'expérience, non pas une expérience ethnographique, parce que je n'ai pas fait d'enquête à Notre-Dame-des-Landes comme je l'ai fait sur le terrain. Je me suis contenté de partager la vie des gens et de parler avec eux. Le film en donne un témoignage, pour les entendre dire dans leurs propres termes ce qu'ils souhaitent faire et la façon dont ils se sont arrangés pour le faire. Voilà, donc c'est pas un projet scientifique du tout. Au départ, c'est une rencontre
qui est devenu peu à peu pour moi une sorte d'engagement militant, c'est-à-dire qu'il m'est apparu que ce projet politique très original de la ZAD devait être soutenu, encouragé, parce qu'il constituait un espace alternatif de vie commune qui tranchait sur le fond avec les rapports marchands caractéristiques du système capitaliste, et qu'il devait être, de ce point de vue-là, non seulement mieux connu, mais aussi protégé des atteintes et des menaces que font peser sur lui, en particulier, la puissance publique. Est-ce que ça rentre aussi en résonance à votre parcours politique dans les années 60, ensuite votre départ en Amérique du Sud et votre retour en France, qui, je crois, le retour a été relativement difficile? Alors, comme beaucoup de gens de ma génération, je suis de la génération 68, j'étais un militant politique d'extrême gauche, mais dans une perspective qui était très différente de celle de la ZAD, puisque nous étions des marxistes-léninistes purs et durs, et nous étions dans l'illusion que, en constituant une sorte d'avant-garde du prolétariat, dans lequel il y avait très peu de prolétariat déjà, on pouvait changer le monde en créant une dictature du prolétariat qui aboutirait au dépérissement de l'État. Les tragiques échecs de ce projet, dont l'Union soviétique d'abord, la Chine ensuite, montraient la voie, vous aurez compris que je n'étais pas maoïste, nous paraissaient comme étant au fond des perversions locales ou historiques qui pouvaient être surmontées. Et puis je me suis rendu compte que c'était un projet illusoire sous cette forme-là, et je suis parti en Amérique latine où j'ai découvert les luttes paysannes et autochtones, et pendant longtemps je me suis contenté comme anthropologue d'accompagner ces luttes, jusqu'à ce que, en revenant en France, un peu découragé après plusieurs années sur le terrain, de revenir dans une société capitaliste qui veut... Au fond, le terrain, quand on le mène dans une société où, comme c'était le cas, il n'y avait pas de travail salarié, il n'y avait pas d'inégalité économique et politique, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas d'échanges marchands, il n'y avait pas d'inégalité, il n'y avait pas évidemment d'État. C'était une société qui avait encore le luxe de vivre selon ses propres lois, à l'écart de l'État national. Et lorsque l'on revient chez soi, on ne peut manquer évidemment d'être frappé par les iniquités de la situation dans laquelle on avait vécu avant, qui m'avait conduit précisément à m'engager politiquement, mais qui tout d'un coup prennent une force vécue beaucoup plus grande que celle qu'on peut mesurer lorsque l'on s'engage à 18 ans dans un mouvement politique, plutôt pour des raisons raisonnables, j'allais dire, que pour des raisons d'exploitation ou que l'on ressent soi-même. Et au retour, le contraste entre la vie des Achuar, qui n'était pas idyllique à bien des égards, mais qui tranchait tellement sur ce monde obsédé par le fric et la marchandise, a été extrêmement dur. Et donc, je me suis réfugié dans le travail scientifique pendant des années pour essayer de comprendre ce que j'avais observé et en tirer des conséquences théoriques, qui a été l'essentiel de mon travail d'anthropologue pendant des années. Et lorsque j'ai rencontré cette expérience de la ZAD, et en général des territoires alternatifs qui se multiplient, non seulement en France, mais aussi en Europe, du même ordre que celui de la ZAD, je me suis rendu compte qu'il y avait en Europe aussi
des manières différentes de concevoir les rapports entre humains, des rapports de solidarité, des rapports d'échanges non marchands, des rapports de bienveillance réciproque, et avec les autres qu'humains, c'est-à-dire avec les plantes, avec les animaux, en s'identifiant, disons, à certains milieux de vie vis-à-vis desquels, et c'est un cas très intéressant, la ZAD, de ce point de vue-là, parce que la plupart des gens qui sont venus prêter main forte aux premiers occupants de la ZAD, c'est-à-dire les paysans qui refusaient l'expropriation, étaient des gens qui venaient plutôt d'un milieu de squatteurs urbains, et que donc ils n'avaient pas d'expérience de la vie paysanne. Et ils l'ont découvert progressivement, et ils ont découvert progressivement un milieu de vie qui est un bocage, une zone humide, vis-à-vis duquel ils se sont identifiés profondément, de sorte que le fameux mot d'ordre « nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend », prenait une incarnation très manifeste et ressemblait d'une certaine façon à des choses que j'avais pu entendre en Amazonie de la part de populations autochtones qui luttaient contre la spoliation territoriale. Donc il y a un parallèle extrêmement intéressant entre ces deux expériences, et en même temps un motif d'espoir de voir que dans ces petits îlots, des gens poursuivaient un rêve qui mettait en pratique de vivre une autre vie que celle de l'exploitation de la nature et l'exploitation de l'homme par l'homme. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que quelqu'un veut poser une question à Philippe Descola? J'avoue que je ne vois pas voir grand-chose. Si quelqu'un... Il y a un micro qui va arriver. Bonsoir. Je vais parler... Vous avez parlé de manière alternative de vivre qui se multiplie. Et peut-être juste un mot, je ne me rends pas bien compte de ce que ça implique, de combien des ZAD comme ça, est-ce qu'il y en a beaucoup, est-ce que légalement, comment ça se passe? Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est toléré? Est-ce que Notre-Dame-des-Landes, on peut espérer que ça reste quelques années encore comme ça? C'est une première question. Et la deuxième question, c'est de quelle manière, selon vous, ça peut continuer de se développer et peut-être influencer d'autres manières, enfin les manières plus conventionnelles de faire de l'aménagement urbain, de l'agriculture, etc. Voire même, je ne sais pas si c'est remplacé, mais petit à petit prendre une vraie part dans la manière dont on fabrique nos territoires. Alors les ZAD ne sont pas très bien tolérés, c'est le moins qu'on puisse dire. Le ministre de l'Intérieur, il y a quelques mois, a déclaré qu'il souhaitait mettre en place au ministère de l'Intérieur un service spécialisé pour lutter contre les ZAD, justement. Ça me paraît un symptôme très intéressant, d'ailleurs, dans la mesure où, comme vous l'avez vu dans le film, les moyens énormes mobilisés par l'État pour détruire un habitat précaire, pour détruire une occupation qui laisse peu de traces, au fond, dans le milieu, sont gigantesques, parce que je pense que l'État mesure assez clairement le danger qu'il y a à laisser se développer des territoires alternatifs qui constituent précisément des formes visibles d'autres façons de vivre ensemble. Donc c'est pour ça que par tous les moyens, la puissance publique s'efforce de lutter contre le développement des ZAD. Cela dit, elle se développe parce que de plus en plus de gens trouvent intolérable la destruction des milieux de vie, la destruction des sols agricoles, le mouvement des soulèvements de la terre qui est né à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et dont vous avez entendu parler au fil des actions que ce mouvement a menées,
et a été vue assez rapidement, justement, par le gouvernement, en particulier par le ministère de l'Intérieur, comme étant une menace suffisamment pressante pour entraîner la dissolution de ce mouvement. Qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement le Conseil d'État, il y a quelques mois, a annulé, non pas annulé, mais en tout cas suspendu le décret de dissolution au motif qu'il n'était pas fondé juridiquement dans les termes où il était présenté par le ministère de l'Intérieur, mais surtout, en quelques jours, il y a plus de 100 000 personnes qui ont signé une pétition pour s'associer au soulèvement de la terre, et des centaines de comités locaux qui se sont créés. Autrement dit, il y a une réaction de plus en plus manifeste, de plus en plus vive contre toutes les formes d'accaparement des biens communs. Je pense bien sûr à l'eau, avec ce qui s'est passé avec les méga-bassines à Sainte-Soline, mais aussi d'accaparement des communs au sens, par exemple, de ce qui se passe dans la haute montagne, avec la poursuite du Grand Cirque Blanc, donc des aménagements sur le glacier de la Meije pour... Étant face au réchauffement climatique, on est obligé de skier de plus en plus haut, bien sûr, ou bien d'accumuler de l'eau dans des retenues d'eau pour alimenter des canons à neige pour suppléer à l'absence de neige. Donc, un peu partout, il y a un aménagement de la haute montagne qui se poursuit pour faire comme si de rien n'était. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. Il faut faire face non seulement aux conséquences du réchauffement climatique, mais au fait aussi qu'on ne peut plus supporter l'accaparement des communs par un petit noyau, par exemple, d'exploitants agricoles pour l'eau, comme on l'a supporté pendant très longtemps, puisque c'est un mouvement très ancien qui a commencé avec les enclosures en Angleterre il y a plusieurs siècles et qui aboutit à l'accaparement systématique et progressif de plus en plus d'éléments des biens communs. Et donc ce mouvement se déploie. Il se déploie quelquefois de façon intéressante. Il y a une autre ZAD qui s'appelle la ZAD des Lentillères, qui est à Dijon, qui est une ZAD urbaine. Et donc très très différente de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Elle s'est créée sur des terrains maraîchers, quasiment en ville. Enfin, en ville, en fait, on est à 10 minutes à pied du centre de Dijon. Et les maraîchers qui étaient là, qui ont été expropriés par la ville pour qu'on y fasse un quartier écologique, c'est-à-dire tout vert pour les yuppies, ont décidé, pour certains d'entre eux, de rester et ont demandé, comme dans le même processus que dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, à rester. Et ils ont été rejoints par des gens qui les ont aidés à résister, en somme, à la pression foncière de la ville de Dijon. C'est un endroit très intéressant parce que le tissu urbain est évidemment plus dense qu'à Notre-Dame-des-Landes, qui est au milieu de nulle part. Enfin, au milieu de nulle part. Notre-Dame-des-Landes, c'est pas comme un... Il n'y a pas une barrière. Si, de temps en temps, il y a eu des barrières, mais vous pouvez traverser la ZAD de Notre-Dame-des-Landes sans vous rendre compte que vous y êtes. Ce sont ces deux routes principales. Ça n'est pas circonscrit de façon aussi nette que le quartier des Lentillères à Dijon, où les habitants ont tissé des liens avec les habitants de la ville tout autour, sous forme de coopération dans des jardins maraîchers partagés. Il y a aussi une coopération avec un gîte pour des migrants qui viennent travailler pour leur compte dans des jardins maraîchers
et qui donc sont socialisés au fond à l'intérieur d'une forme de collectif qui est très différente de celle qu'ils rencontrent lorsque ils viennent en France, qu'ils sont confrontés aux services de l'État. Donc c'est un mouvement qui prend petit à petit de l'essor parce qu'il y a de plus en plus de grands projets pharaoniques et inutiles qui détruisent des conditions de vie, qui détruisent des environnements. L'un de ceux qui fait le plus parler en ce moment, c'est l'autoroute entre Castres et Toulouse, qui implique la destruction de milliers d'arbres, l'artificialisation de centaines d'hectares, et qui, en plus, a été confiée à une entreprise privée qui va faire payer très cher le péage entre Castres et Toulouse. Donc c'est une absurdité telle que le gouvernement, d'ailleurs, a fini par déclarer par la voix du ministre des Transports il n'y a pas très longtemps qu'on n'allait plus faire des choses comme ça. Cela dit, cette autoroute, elle est encore d'actualité. Donc il y a à la fois le motif pour rejeter ces grands projets pharaoniques et l'initiative qui conduit de plus en plus de jeunes à s'associer à la lutte contre ces projets et à tenter de développer des façons de vivre différentes de celles qui ont cours dans l'environnement général. Donc ça me paraît être quelque chose de très positif. Et je ne pense pas que ce soit la seule façon de changer le monde. C'est l'une d'entre elles. L'autre, elle est plus classique, disons, c'est la voie social-démocrate qui consiste à essayer de rendre les États à la fois plus démocratiques, c'est-à-dire fondés sur une démocratie participative plutôt qu'élective, par des moyens qui restent à inventer, ça demande beaucoup d'imagination aussi, et des États qui soient plus sobres aussi, ou qui admettent que, contrairement à ce que disait le président de la République lors de ses vœux l'année dernière, je crois, on ne pouvait pas prévoir ça. Bien si, on peut prévoir ça, on sait ce qui nous attend, et par conséquent, on sait aussi quels sont les moyens pour empêcher cela, et ces moyens, c'est une façon radicale de changer de vie dont on peut essayer d'inciter nos concitoyens à les pousser et, comme des objectifs politiques qui viendraient définir leur choix politique aussi. Est-ce qu'il y aurait une autre question ? Utiliser le terme de sobriété dans la perspective de développer une approche un petit peu large auprès de l'ensemble de la population. Si on parle de sobriété dans le débat public en France, est-ce qu'il faut aussi, c'est moi qui me pose, je la partage, dans quelle mesure cette perspective est une forme de paupérisation volontaire en fait, où converger, quel genre de mode de vie, de niveau de vie, ce qu'il faut imaginer pour avoir des perspectives. C'est pour ça que je mets dans les perspectives que vous évoquez pour sobriété et paupérisation, là je pose le petit. Alors, paupérisation, c'est un terme qui demande à être qualifié parce que ça suppose qu'on ait une idée très claire de quels sont nos besoins. Ça, c'est l'expérience que j'ai traversée comme ethnologue, après avoir passé plusieurs années en Haute-Amazonie avec 3 fois rien. Simplement la nécessité d'avoir un toit la nuit pour vous abriter de la pluie, d'avoir de quoi manger à intervalles à peu près réguliers et d'avoir une eau claire pour se laver.
au bout de 3 ans, ça me suffisait parfaitement. Je ne veux pas dire que ce soit l'ambition que tout le monde partage, mais les besoins n'existent pas dans l'absolu. Les besoins existent façonnés par des préférences culturelles. Et s'il y a quelque chose sur lequel on peut agir, c'est sur la nature de ces préférences culturelles, c'est-à-dire sur l'accumulation infinie des biens comme moyen de manifester sa puissance sociale vis-à-vis des autres, ou comme moyen en fait de satisfaire des besoins qui sont extrêmement éphémères. Je raconte cette anecdote, je l'ai racontée à multiples reprises. Quand je suis revenu du terrain, j'avais besoin de m'acheter des chaussettes. C'est quelque chose de très prosaïque. J'étais dans un grand magasin et après avoir vécu pendant plusieurs années avec 3 paires de chaussettes, je me suis trouvé dans un grand magasin où il y avait littéralement des milliers de paires de chaussettes. Et donc j'ai erré comme une âme en peine et je suis ressorti sans rien acheter parce que j'étais incapable de faire un choix. Et c'est ça au fond la question de la consommation, c'est-à-dire que la masse des biens qui nous sont offerts, dont beaucoup d'entre eux ne sont inutiles, ne servent qu'à nous distinguer les uns des autres, soit de manière ostentatoire, soit pour satisfaire des besoins qui sont plus intimes. Mais donc la paupérisation, ça suppose ce que vous appelez la paupérisation, ça suppose une conscience claire des limites de nos désirs. Et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas complètement impossible. Ça suppose évidemment de résister au matraquage monstrueux de la publicité, des influenceurs, de tout ce qui vous incite, en somme, à consommer des biens dont toute réflexion faite, vous n'avez peut-être pas besoin. C'est une révolution dans les têtes, ça c'est certain. Je pense qu'il est temps de commencer à la faire. Ça ne veut pas dire que certains biens ne vont pas continuer à être utiles lorsque, effectivement, le mouvement des Gilets jaunes est né en partie face à la réaction de gens qui, ayant des voitures, ayant besoin de se déplacer pour leur travail ou simplement parce qu'ils vivaient dans des régions qui étaient mal desservies par les transports publics, se sont élevés contre les taxes, l'augmentation des taxes sur les carburants. On comprend très bien des circonstances de ce type-là. Il ne s'agit pas d'imposer la paupérisation. Il s'agit de rendre moins désirables des choses dont on n'a pas vraiment le besoin. Et d'avoir une vision assez claire de ce que sont nos besoins. Encore une fois, le grand anthropologue Marshall Sahlins avait montré il y a très longtemps, il a publié cet article, il vivait en France à l'époque, en mai 68, dans un article qui s'appelait « Les premières sociétés d'abondance », que dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, on travaillait pas plus de 2 ou 3 heures par jour pour obtenir un niveau de vie tout à fait décent. Alors comment ils mesuraient le niveau de vie? En termes de calories et de protéines, c'est-à-dire en termes d'alimentation. C'est une bonne façon de le faire. C'est ce que j'ai fait aussi sur le terrain. Les hatchoirs ne travaillent pas beaucoup plus de 3 heures par jour pour assurer leur vie matérielle, disons. Et cette vie matérielle, mesurée en termes d'alimentation, mesurée en termes de confort de vie, est tout à fait décente. Je ne demande pas à tout le monde de vivre comme des hatchoirs, je demande simplement de bien réfléchir à ce qui nous est nécessaire. Alors évidemment, c'est une longue habitude. Le luxe et ses succédanés est avec nous depuis très longtemps. Et le luxe, c'est donc
c'est le superflu. Et l'intelligence de la séparation entre le nécessaire et le superflu, ça suppose une éducation, une auto-éducation. Ça suppose, j'imagine, beaucoup d'autres choses aussi. Mais je ne pense pas qu'il faut voir les choses précisément en termes de paupérisation, sinon en termes de plus grande frugalité. Est-ce que l'expérience de la ZAD vous a attiré pour vous dire j'irai peut-être habiter dans une cabane? Alors, habiter dans une cabane, je l'ai fait pendant quelques années, donc c'est pas le problème d'habiter dans une cabane, c'est que j'ai passé l'essentiel de ma vie comme chercheur, et pour cela, j'ai besoin d'un environnement particulier, j'ai besoin de livres, j'ai besoin de collègues avec qui échanger, j'ai besoin de tranquillité pour pouvoir écrire et lire, qui sont des choses qui ne sont pas toujours faciles à obtenir dans les ZAD, parce que la vie politique dans des territoires alternatifs, elle est exigeante parce qu'elle demande de constamment négocier avec autrui ce que l'on peut faire en commun. Et ça prend beaucoup de temps. Et donc, c'est une question de choix personnel. Je suis plus heureux entouré de mes livres, des manuscrits et de jeunes collègues avec qui je peux discuter qu'en faisant du maraîchage à Notre-Dame-des-Landes. Donc c'est pas tellement la cabane, même s'il y a une grande joie, il y a quelque chose qui est très frappant quand on va dans cet endroit, c'est l'atmosphère d'allégresse qui règne et qui tranche sur celle que l'on rencontre par exemple dans les grandes villes. On y voit peu de gens revêches, disons. Est-ce qu'il y aurait une autre question? J'aurais envie de vous parler du triangle de Gonesse, une relutte des relancements, mais je ne le ferai pas parce que je serai trop long. J'ai une question à vous poser, M. Pistola. Vous nous invitez, au-delà d'une transition écologique lente, à une opération radicale qui consiste à changer le regard sur le monde. Et changer le regard sur le monde, sur nos relations entre nature, humanité, tout ça demande beaucoup de temps. Les territoires alternatifs dont vous parlez se développent peu à peu. Certes, il y a la force des idées, et vous y participez largement. Mais inventer de nouvelles formes de démocratie, l'éducation dont vous venez de parler, la sensibilisation, tout cela se déroule sur du temps long dans l'humanité. Et là, nous sommes dans une course contre la montre par rapport à notre survie dans un environnement qui, lui, peut-être survivra d'une façon différente. Comment vous voyez cette difficulté, qu'on peut affronter cette différence dans les échéanciers entre les processus à mettre en œuvre et la réalité des phénomènes catastrophiques que nous vivons? Oui, c'est une très bonne question. C'est même la question principale. J'ai évoqué tout à l'heure l'existence de deux fronts, même si je ne les ai pas peut-être nommés comme ça. Un front qui serait l'extension de territoires alternatifs où se développent d'autres formes de vivre ensemble et de coactivité ou de co-agentivité avec les non-humains, et puis des formes plus classiques, social-démocrates, d'action pour transformer nos modes de consommation par l'intermédiaire de l'action politique. Je pense que les deux doivent être menés de front, sans savoir, au moment où je parle, si
on aura la moindre chance de succès. Il y a des jours où je suis terriblement pessimiste. Il y a des jours où je suis plutôt optimiste quand je vois la capacité de réaction de beaucoup de jeunes gens de s'opposer à des grands projets écocidaires. Mais je veux dire, si on ne le fait pas, si on ne le tente pas, il ne se passera rien. Mais vous avez parfaitement raison. L'horloge avance. Il y a deux horloges qui avancent à des vitesses différentes. Et celle du réchauffement climatique et de la dévastation de la planète avance très vite et de plus en plus vite. Et on mesure chaque jour, au fond, qu'elle va beaucoup plus vite qu'on ne l'anticipait. Si on se pose la question en termes de est-ce que nous allons y arriver, je pense qu'on court à l'échec. Il faut essayer de faire quelque chose en gardant l'espoir que nous allons y arriver. C'est une question qu'on me pose souvent, et je réponds toujours par la même formule qui est celle de Gramsci. Il faut combiner le pessimisme de la lucidité et l'optimisme de l'action, du courage. Mais c'est une combinaison qui n'est pas toujours facile à tenir. Madame Delange, vous avez une question. Bonsoir, merci beaucoup. Juste dans ce que vous disiez là sur les actions sociodémocrates envisageables en parallèle des alternatives plus expérimentales, je voulais vous demander juste où est-ce que vous situez l'expérience du Parlement de Loire sur cette échelle. Alors je trouve que c'est une expérience très intéressante. Moi je suis avec beaucoup d'attention toutes les expériences qui sont menées dans le monde de donner la personnalité juridique à des milieux de vie. Ça a commencé, si mes souvenirs sont bons, en Nouvelle-Zélande avec la rivière Wanganui, une expérience très intéressante en Colombie avec le Rio Atrato, qu'on connaît bien grâce aux travaux de Sandrine Revet, qui a étudié à la fois les populations qui bordent ce fleuve et les magistrats de la Cour suprême colombienne qui ont donné une personnalité juridique à ce fleuve. Mais il y a de nombreux exemples. La Magpie au Québec, le Mar Menor, qui est une lagune en Andalousie, et le mouvement qui a été lancé par Camille de Toledo du Parlement de Loire, qui s'est développé au fil du temps. J'étais à Tours il y a quelques mois pour justement des actions menées dans ce cadre-là. Ça risque de prendre plus de temps en France, étant donné le caractère un peu figé juridiquement de notre pays par rapport à d'autres qui sont plus inventifs. Mais pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Parce que on va à l'encontre de ce mouvement que j'évoquais tout à l'heure de l'accaparement des communs, qui n'a cessé de s'amplifier au fil du temps et qui aboutit au fait que des individus ou des collectifs ont décidé, et c'est la source de l'accumulation primitive du capital, ont décidé de s'accaparer des forêts, des pâtures, des sources d'énergie, de l'eau en particulier, et qui de ce fait ont consolidé au fond cette idée que on ne peut transformer le monde qu'en s'appropriant des éléments de ce monde pour les faire servir aux besoins de l'humanité. Donner une personnalité juridique à des milieux de vie, ça inverse ce processus. Ça veut dire que les humains qui habitent ces milieux de vie sont conçus comme des occupants ayant une dette
vis-à-vis du milieu de vie qui est titulaire de droits qui se possède lui-même. Si on revient à la théorie de la propriété telle qu'elle s'est développée dans la philosophie politique européenne, en particulier chez Locke, c'est l'idée que les humains sont en mesure de s'approprier la nature parce qu'ils sont propriétaires d'eux-mêmes et qu'ils échangent donc entre eux, propriétaires d'eux-mêmes, des biens qui les transforment en citoyens de plein droit, capables de faire fonctionner une société démocratique, ou en tout cas où le libre arbitre de chacun est respecté. Donner des droits et une personnalité juridique à un milieu de vie, ça suppose que c'est le milieu de vie maintenant qui est propriétaire de lui-même et qui peut faire valoir ses droits vis-à-vis des humains. Il est intéressant d'ailleurs de voir que dans beaucoup de cas, je pense à la Wanganui en Nouvelle-Zélande, à la Magpie au Québec, ce sont des populations autochtones qui ont demandé une personnalité juridique, qu'on accorde une personnalité juridique à un bassin versant, parce que dans beaucoup de populations dans le monde, l'idée qu'on puisse posséder la terre est une absurdité. L'idée qui domine, c'est que c'est la terre qui possède les humains, et que les humains sont donc dépendants de la terre, qui peut être conçue comme une entité plus ou moins déifiée, ou en tout cas ayant une personnalité non plus juridique mais subjective. Donc ce qui est caractéristique au fond de cette attitude, c'est que les humains ne sont là qu'à titre d'occupants précaires, au fond. Et donc la personnalité juridique des milieux de vie me paraît une façon très très intéressante, là encore, de transformer les mentalités. Alors je ne sais pas ce qui va se passer avec le Parlement de Loire. Je crois que ce n'est pas le seul projet en France. L'un des avantages aussi, c'est le caractère transfrontalier. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à, par exemple, à la personnalité juridique du Rhône, qui traverse plusieurs pays et qui vient transcender les limites frontalières des États telles qu'elles ont été tracées par la paix de Westphalie, au fond, c'est-à-dire l'idée qu'un territoire, c'est un endroit, c'est un espace sur lequel peut s'exercer une souveraineté parce qu'elle est reconnue par les voisins. C'est une façon de concevoir le territoire qui est tout à fait singulière, qui est née en Europe à un certain moment, à une certaine période historique, et qui diffère de la façon dont les territoires sont conçus encore à l'heure actuelle dans beaucoup d'autres régions du monde. J'ai une question plutôt sur une question plutôt sur les espaces urbains, parce que là on a passé sur les de la ruralité. Excusez-moi, répétez la question, parce qu'on n'a pas entendu. Les espaces urbains, vous avez dit? Oui. Ah oui. Dans les espaces urbains, le monument il est souvent sanctuarisé, ou alors on n'exploite que ses propriétés, ses particularités, ses services écosystémiques. Et du coup, la question c'est comment est-ce qu'on peut appliquer cette notion de socialisation avec le vivant, cette nouvelle prise de conscience et cette observation au sein d'un tissu et une intense. Oui, c'est une bonne question. Et je pense que les urbanistes et les architectes ont beaucoup à faire dans ce domaine, parce que même à la ZAD des Lentillères à Dijon, c'est quand même une zone de maraîchage urbaine. Et donc il y avait déjà là quelque chose, un terrain qui d'ailleurs, c'est intéressant, s'est transformé parce que cette zone de maraîchage est devenue une friche. Donc ça m'a rappelé un peu l'Amazonie, parce qu'il y a des clairières habitées avec des jardins, mais le reste est une friche.
Alors, la question, c'est qu'il faut l'inventer à partir de ex nihilo, d'une certaine façon, c'est-à-dire inventer de nouvelles formes d'urbanisme qui supposent la prise de contact intime avec, pas simplement le vivant. Le vivant, c'est un terme qu'on emploie de plus en plus et qui me paraît une alternative à l'usage du mot nature, dont on sait à quel point il est lié à un certain état historique de l'Europe. Donc, comme on ne veut plus parler de nature, qui est une abstraction inventée en Europe, on parle de vivant. Mais je pense que ça va bien au-delà du vivant. Quand on parle de milieu de vie, on parle de topographie, bien sûr de végétation et d'animaux, mais aussi de fleuves, de rivières, d'un régime climatique, de précipitations, de choses comme ça, de vents qui font une totalité. Et concevoir des quartiers dans lesquels, au-delà de la réaction des habitants, on en voit de très nombreux cas, pas simplement aux Lentillères, qui veulent conserver des jardins ouvriers, par exemple, ou des petits espaces de culture ou un petit parcelle de forêt en ville. Au-delà de ces cas dans lesquels des habitants se mobilisent pour ne pas être privés d'un contact quotidien avec des autres qu'humains, il y a une tâche considérable qui attend les architectes et les urbanistes, qui est de faire rentrer les non-humains dans la ville autrement que de façon clandestine, comme on l'a vu pendant la pandémie, où on a pu observer des renards, des hérissons s'aventurer dans nos villes, qu'on ne voyait pas auparavant, trompés qu'ils étaient par une moindre présence des humains. Donc ça fait partie des projets de la voie social-démocrate que j'évoquais tout à l'heure, qui supposent des planifications particulières des quartiers et des habitats, avec, j'imagine, par exemple, des immeubles dans lesquels on ne pourrait pas envisager de construire un immeuble si, à la base de l'immeuble, par exemple, il n'y avait pas des jardins, voire des terres de culture. C'est une façon, oui, la question que vous posez est importante parce qu'elle suppose de repenser complètement le bâti, et dans une période où plus de la moitié de la population mondiale vit maintenant dans des villes, et dans des villes dans les pays du Sud où les conditions de vie sont insupportables. À titre d'exemple, la moitié des Indiens d'Amazonie vivent maintenant dans des villes où ils ont donc dû s'adapter à des conditions de vie extrêmement différentes, souvent en faisant une double résidence, en faisant des navettes entre leur lieu d'origine et la ville. Mais ça, c'est une question absolument fondamentale. Et c'est une question qu'on ne peut pas laisser uniquement aux urbanistes. C'est une question à laquelle tout le monde doit contribuer, dans ses solutions en tout cas. Une question au fond. Bonjour. J'ai une question quand vous dites que, aujourd'hui, du coup, les Alpes étaient des territoires qui se situent plutôt aux environnements forestiers. Est-ce que vous pouvez répéter, parler plus près du micro? Oui. Donc, on a vu et on a compris que les Alpes font partie d'un environnement plus forestier, souvent parce que c'est plus favorable. Donc, pourquoi
protéger à la fois la biodiversité, mais aussi nous-mêmes, parce qu'on en fait pleinement partie. La question portait sur les territoires maritimes. Sur Les territoires maritimes? Oui, est-ce qu'il y a des âges, des alternatives comme ça qui s'organiseraient sur des territoires maritimes? Ben, les territoires maritimes, c'est des littoraux ou des îles. On n'a pas abordé la question du fait que la France est censée avoir le deuxième espace maritime du monde parce qu'elle a des colonies sous la forme d'un très grand nombre d'îles en Polynésie et en Mélanésie avec la Nouvelle-Calédonie qui étendent son territoire maritime très loin. Il se trouve que il faut prendre les cas les uns après les autres entre les littoraux français qui sont devenus de plus en plus occupés par des habitants qui cherchent enfin, ce serait trop long de détailler ce qu'ils y cherchent, mais en tout cas, ils sont très présents et depuis longtemps, et qui sont d'ailleurs menacés, comme on l'a vu, et qui le seront de plus en plus par l'élévation du niveau de la mer. Des territoires du littoral qui sont menacés par la pollution, je pense bien sûr au Grand Ouest et à la pollution par les nitrates, puisque le littoral reçoit les rivières qui drainent les nitrates qui sont déposés par la grande production agro-industrielle. Et puis l'ensemble des îles qui sont pour beaucoup d'entre elles gérées par des populations locales qui ont des conceptions complètement différentes du rapport à la mer et du rapport à la terre aussi. On a de très nombreux cas très différenciés de gestion des littoraux. Je pense que de toute façon, il faut prendre en compte le fait que il est très très difficile de prévoir le degré d'élévation du niveau de la mer, puisqu'il y a des points de bascule dans le changement climatique qui rendent imprévisible ce taux d'élévation. Il va probablement être beaucoup plus élevé qu'on ne le pensait. Et donc, il faut imaginer un littoral, des littoraux dans le monde qui sont profondément transformés par cela. Ça suppose d'avoir un rapport différent à la mer aussi, bien sûr. Donc, je ne vois pas ce que je peux dire de plus à ce sujet que cela. Si ce n'est qu'il y a encore une fois des traitements différenciés des littoraux et une menace sur ces littoraux qui ne va pas cesser de grandir. Je me permets juste de dire que les ZAD ne sont pas limités à des espaces comme on voit sur Notre-Dame-des-Landes. Il y a un livre qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle « Lutter contre les grands projets urbains inutiles et imposés ». Et donc là, il y a un recensement des différentes luttes en France et en Belgique en particulier. Enfin voilà, juste pour qu'ils recensent aussi différents projets. Sinon, il y a le site Reporter qui recense plus d'une centaine de luttes en France. Voilà, vous pourrez voir la cartographie de ces luttes. Oui, merci de cette précision. Effectivement, je n'avais pas répondu à cet aspect de la question. C'est extrêmement mouvant, mais il y a en effet un très grand nombre en Europe de territoires alternatifs de ce type-là. Ils se développent de plus en plus du fait de la pression des grands projets inutiles. Et je crois que c'est un motif d'espoir de constater qu'ils se développent plutôt qu'ils se rétrécissent.
Alors moi, j'aurais une question, parce que là, en fait, le film d'Elisa Lévy montre quand même aussi des aspects positifs de la ZAD, ce qui n'a pas été montré pendant très longtemps, où longtemps on a montré que c'était pour caricaturer un peu des punks à chiens et qu'il ne s'y passait rien. Donc je trouve que ça réhabilite quand même cette expérience collective, doublée en plus de votre regard. Et en fait, il y a eu quand même des actions violentes pour se défendre, pour défendre cette expérience singulière. Et donc, est-ce que vous soutenez aussi en fait cette écologie-action ? Oui, on le voit, la brutalité de la réaction de l'État, enfin, je veux dire, ces colonnes de véhicules de gendarmerie pour expulser d'un territoire quelques centaines de personnes, ces pelleteuses que l'on fait venir pour détruire un habitat précaire qui va être reconstruit de toute façon, montre assez la hantise, au fond, ce que je disais tout à l'heure, de la puissance publique face à l'existence de lieux alternatifs, où on ne pense pas comme tout le monde, où on ne vit pas comme tout le monde. Et lorsque c'était le cas à Notre-Dame-des-Landes, les menaces prennent une forme tangible, les gens essayent de se défendre, c'est assez compréhensible. Et donc il me semble que la désobéissance civile, c'est-à-dire lorsque des citoyens s'estiment privés de la capacité de faire valoir leur point de vue par la puissance publique, il est normal qu'ils réagissent de façon à faire valoir ce point de vue de manière nette et manifeste, disons. Voilà. Personne n'encourage la violence, ça va de soi. Elle est coûteuse. À Sainte-Soline, il y a eu de très nombreux blessés parmi les manifestants. Des personnes ont été mutilées. Personne ne souhaite que ce genre de choses arrive. Mais ça tient aussi, en fait, à une doctrine du maintien de l'ordre qui est spécifique à la France, qui n'existe pas dans d'autres pays européens, et qui était extrêmement coûteuse pour les populations qu'elle vise. Est-ce qu'il y aurait une dernière question ? Ah. Alors, des questions courtes, des réponses peut-être plus courtes. Un petit peu plus courtes. Non, même pas. Vous voulez plus ? Je vois rien. Alors, ah pardon, il y a quelqu'un. Je voulais plus savoir si vous pouvez aussi, est-ce que recherche engagée, ça existe, notamment en sciences sociales, et si oui, comment est-ce qu'on fait de la recherche au service, notamment des luttes comme celle de la. Alors, je pense que les sciences sociales sont nées comme un projet d'émancipation, de manière plus générale, au XIXe siècle, et qu'il est difficile d'envisager des recherches en sciences sociales qui ne soient pas engagées au sens où ceux qui les mènent ne partagent pas avec les populations qui font l'objet de leur étude, au fond, un certain type d'engagement et de philosophie du monde. Cela dit, ça suppose néanmoins qu'il faut toujours avoir... alors, les épistémologues parlent de neutralité axiologique, c'est un grand terme. Je pense que la neutralité axiologique, ce n'est pas tellement une question, c'est surtout la capacité à comprendre la complexité des situations, c'est-à-dire à ne pas raisonner en militant, mais essayer de décrire la complexité des situations de telle façon qu'on comprenne les contraintes qui s'exercent
sur les gens qui sont soumis à différentes déterminations et qui les conduisent à faire les choix qu'ils font. Et ça passe par... c'est pour ça que je dis que je ne fais pas d'ethnographie de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, parce que je ne fais pas d'enquête. Je n'ai pas fait d'enquête à la différence de ce que j'ai fait chez les Hatchoirs. Mais c'est parfaitement possible, mais il faut néanmoins toujours garder la distance nécessaire vis-à-vis de son sujet. Il y a quelques travaux sur Notre-Dame-des-Landes qui ont été menés par des socio-anthropologues qui sont de grande qualité. Je pense à Geneviève Pruvot en particulier, qui décrivent des situations sans les simplifier et qui ne déguisent pas l'intérêt qu'elles portent au type de mobilisation que ces populations, dans lequel ces populations sont engagées, sans que ça obscurcisse pour autant l'esprit critique. Une autre main levée. Non, moi, je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit, c'est que ces mouvements écologiques qui sont tellement dangereux pour l'État et le capitalisme qu'on est considérés comme des éco-terroristes maintenant, et que c'est censé quand même des questions qui sont assez graves, je trouve. Non, mais sinon, je voulais aussi dire qu'on a parlé de la soirée à 69, qui a un projet de grosse mobilisation en ce moment, et que dans une semaine et demie, il y aura une grosse mobilisation à Castres, à Toulouse. Donc j'appelle ceux qui sont là, qui sont motivés à gagner. Ah, mais c'est vrai, parce que c'est vraiment un moment hyper important, je pense, dans la lutte, et c'est un moment aussi où il faut se former. À Notre-Dame-des-Landes, en tout cas, moi, j'étais un peu trop jeune pour y aller, mais je pense que c'est très important qu'on y aille tous, surtout en milieu urbain et aussi loin de Paris. Voilà. Oui, la 69, en plus, c'est la dernière chance, parce que les travaux ont déjà commencé, donc il est urgent d'intervenir. Dernière question. C'est un peu confus, mais je sais pas. Là, j'ai une question. Quand vous êtes allé chez les Hatchoirs et dans les différents peuples que vous avez étudiés, et vous, dans le rapport que vous avez eu à la nature, est-ce que vous n'avez pas senti, c'est la question qu'on s'est posée, est-ce que c'est pas lié tout de suite à une forme de foi et de spiritualité qui permet d'avoir un consensus au sein des communautés, et qu'aujourd'hui, de discuter d'écologie et dans une logique de rentabilité, de rendement, quel est un rapport aux classes populaires qui ont eu un élan de détachement de la nature? Il y a une question d'appropriation qui est. Enfin, on ça. Si la nature n'est pas dénigrée par désir d'élévation de classe, et que cette réappropriation dans le modèle inverse, en fait, elle ne semble pas quelque chose de désirable. Est-ce que vous-même vous avez eu cette perception-là? Vous n'aurez pas 2 heures pour répondre. Bon, ben là, le naturalisme, ce que j'appelle le naturalisme, c'est ce mouvement de dissociation progressif qui s'est mis en place en Europe dans les textes à partir du XVIIe siècle, dans les images beaucoup plus tôt, et qui a résulté dans une séparation entre la sphère des humains et la sphère des non-humains qu'on appelait la nature. Et ça, c'est un mouvement de dissociation qui n'a existé nulle part ailleurs dans le monde. Et le résultat de cette dissociation, c'est de considérer les non-humains, la nature donc, comme une totalité, et une totalité qui pouvait être mise en valeur, mise à profit, transformée pour engendrer des profits. Ça, c'est quelque chose de très nouveau. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de transformation des milieux de vie ailleurs, bien au contraire. C'est le sujet que j'étais parti étudier en Amazonie. Et la forêt amazonienne, par exemple, est une forêt largement anthropique parce qu'elle a été transformée au fil des millénaires par les façons culturelles des Amérindiens. Donc la composition floristique de l'Amazonie n'a rien de naturel. Elle produit de cette transformation progressive du milieu par la transplantation d'espèces sylvestres dans des jardins.
Donc, mais ce mouvement d'anthropisation qui est général et qui date depuis le début de l'anthropisation humaine, hein, ce qui est, elle n'aboutit pas à cette séparation entre les humains et les autres qu'humains, et c'est cette séparation qui a rendu qui a donné la possibilité au capitalisme de développer l'exploitation des ressources comme étant vue comme quelque chose de complètement extérieur aux humains et comme une source de profit. Ce que j'ai découvert sur le terrain, c'est que la nature n'existait pas. Ce qui est un peu paradoxal en Amazonie, précisément, d'une part à cause de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que la forêt était en fait le résultat d'un mouvement d'anthropisation qui avait complètement modifié au fil des millénaires sa composition floristique, donc la forêt était une sorte de macro-jardin, et d'autre part parce que les Amérindiens considéraient que les non-humains avaient une âme, et c'était donc des personnes avec lesquelles on pouvait entretenir des rapports quotidiens du même ordre que ceux qu'on entretient avec les humains. Donc il ne s'agit pas de spiritualisation, si vous voulez, de la nature, puisqu'il n'y a pas de nature ici, dans le cas présent, il y a simplement des rapports interindividuels entre humains et non-humains qui sont fondés sur l'idée que ce sont des alter-ego. Mais ce sont des alter-ego qui vous nourrissent, que l'on tue quand on va à la chasse, et d'ailleurs on paye le prix de cette activité, parce que la plupart des maladies sont envoyées par les maîtres du gibier pour punir les chasseurs d'avoir tué des animaux. Donc c'est un rapport qui est complètement différent. Donc parler de spiritualisation, c'est pas tout à fait exact, parce que la spiritualisation renvoie beaucoup trop au fond à la vie spirituelle, c'est-à-dire à une forme d'intériorité qui est caractéristique de celle qu'on prête aux dévots dans les grandes religions. Voilà, je m'arrête ici. Alors moi, j'aurais une dernière question. Tout à l'heure, est-ce qu'on vous a demandé si vous restiez encore optimiste? Et on l'a abordé pendant la projection du film, on a abordé un sujet qui était quelques mouvements d'étudiants de grandes écoles. Est-ce que ça vous donne quand même l'espoir qu'il y ait un changement qui se... Oui, j'ai été très agréablement surpris, notamment par la réaction des étudiants de l'agro. Lorsqu'ils ont dit on a passé 4 ans à nous enseigner comment devenir des conseillers pour rendre plus efficaces les grandes entreprises qui vendent des pesticides et des intrants pour favoriser des cultures d'OGM. Nous ne voulons pas remplir cette fonction, nous voulons faire autre chose. Et donc cette réaction-là m'a paru admirable, parce qu'elle était relativement nouvelle. Il n'y avait pas cette prise de conscience auparavant parmi les étudiants des grandes écoles qui forment l'élite des techniciens, des ingénieurs et de la nation. J'ai donné il y a 2 ans la conférence de rentrée de Sciences Po, et donc j'ai essayé d'évangéliser tous ces jeunes cerveaux, et je me suis aperçu qu'en fait ils étaient déjà, pour beaucoup d'entre eux, parfaitement convaincus de ce que je disais, et donc il y a un motif de satisfaction là-dedans, oui. Philippe Tescola, je vous remercie. Pour ceux qui veulent prolonger, il y a évidemment ces ouvrages, et il y a aussi une très bonne émission cet été qui a été diffusée sur France Culture qui s'appelle À Voix nue, et je crois qu'il offre 5 heures de conversation entre la journaliste et Philippe Tescola, donc c'est un bon moyen de continuer et de mieux comprendre aussi sa pensée. Il y a évidemment ses ouvrages, et puis aussi, on a cité tout à l'heure Alessandro Pignocchi, qui fait des bandes dessinées magnifiques, et qui interroge beaucoup aussi cette relation à la nature et au vivant. Merci beaucoup.